Alors, monsieur Roger, c'est la première fois que vous participez à notre jeu. D'où venez-vous? J'habite à Vierzon. C'est à une demi-heure d'ici en voiture. J'espère bien gagner car je voudrais partir en voyage avec ma femme pour fêter nos 20 ans de mariage. Le montant de la cagnotte mérite bien tous vos efforts. Alors, pour commencer, quel thème choisissez-vous? Histoire, science, littérature? Je vais choisir une question science, puisque c'est ma passion, bien que je sois professeur de philosophie. Très bien. Alors, attention, écoutez bien. Je vais vous lire la définition d'un mot scientifique tiré du dictionnaire. À vous de me dire de quel mot il s'agit. Vous êtes prêts? Oui, allez-y. Quel est le domaine qui passionne le candidat? Monsieur, je vois que vous hésitez entre ces deux vestes. Puis-je vous aider? Volontiers. J'aimerais une veste assez habillée pour le travail et pour sortir. Les deux modèles sont très différents. Il vaut mieux les essayer. La cabine est juste à gauche. La veste bleue me semble un peu courte, non? Je ne me sens pas très à l'aise. Je vais vous chercher la taille au-dessus, mais je crois que l'autre vous ira mieux. Oui, effectivement. Celle-ci tombe impeccable et en plus, elle est en promotion. Je la prends. Comment le client réagit-il à la proposition de la vendeuse? Alors que les citoyens européens font de plus en plus confiance aux médecines complémentaires et que la Commission européenne met en place des outils d'évaluation et d'information sous la forme d'une feuille de route jusqu'en 2020, la France reste à la traîne et affiche sa méfiance. On appelle aussi ces médecines les médecines non conventionnelles. Parmi elles, on trouve l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie, la réflexologie, le shiatsu, le yoga ou la phytothérapie. Selon les pays, leur popularité et leur reconnaissance varient. Jusqu'à 65% des citoyens affirment y avoir eu recours, peut-on lire sur le site de la Commission européenne. Pour les évaluer, la Commission européenne a financé le programme Cambrella. Il est mené par 16 universités européennes et a permis de comparer le statut et l'usage de ces médecines dans les différents pays membres. Il s'agit d'étudier leur efficacité, de promouvoir leur enseignement, de mieux informer les médecins et les patients pour tirer le vrai du faux. Nous recevrons demain le docteur Latour pour aborder ce sujet dans notre émission Innovation médicale. Quel est l'un des buts du programme Cambrella? Le Festival de Cannes, qui a lieu une fois par an, est l'occasion de mettre en lumière le cinéma européen. Il affiche un bilan mitigé. Un léger recul de la fréquentation, mais une part de marché record pour les films européens, et cela grâce au succès de Skyfall, le dernier James Bond, et d'Intouchables. Les films d'auteur et le cinéma indépendant ont toujours du mal à se faire une place. Quelle information principale révèle ce document? Assister à une émission de télé ou de radio, ça vous tente? Si certains considèrent encore le public comme une simple machine à applaudir, d'autres, plus confidentiels, sont des véritables bons plans pour qui souhaite découvrir l'envers du décor de la société du spectacle. Au programme, concerts gratuits, débats enflammés et champagne à volonté. Pour les modalités d'accès et des inscriptions, rendez-vous vite sur notre site www.onenregistre.fr. Pour quelle raison doit-on aller sur le site onenregistre.fr? La nouvelle série documentaire Sur la Terre, rendez-vous télévisé hebdomadaire des amoureux de la nature et des sciences, nous propose de partir aux quatre coins du monde à la rencontre de ces chercheurs qui travaillent sur le terrain en quête de nouvelles connaissances. Science et télévision ne font pas forcément bon ménage, car les scientifiques ont tendance, en général, à se méfier des raccourcis et des exagérations qu'induit le média audiovisuel. C'est pourquoi les réalisateurs de Sur la Terre ont voulu travailler autrement en allant très en amont à la rencontre des scientifiques.
le respect du fond n'exclut pas la recherche d'une forme la plus attractive possible, télé oblige. Et à ce propos, les milieux naturels qui constituent le décor des épisodes permettent de très belles images, de la forêt tropicale gabonaise au lagon de Nouvelle-Calédonie. L'objectif de la série est de nous montrer un autre visage de la science, résolument vivant, au cœur des enjeux actuels de santé publique, d'environnement et de découverte d'autres cultures. Quel est l'objectif de cette nouvelle émission ? Non, non, Paul, sur le plan c'est à droite. Pas à gauche, tourne. Écoute, Yannick m'a indiqué un raccourci pour aller à la cathédrale Saint-Georges, alors laisse-moi faire. Et en plus, c'est là qu'on a fait le baptême du petit Charles le mois dernier. Alors tu penses si je connais l'endroit, on y sera dans 3 minutes. Bah j'espère, hein, parce qu'on a déjà un quart d'heure de retard. Où est-ce que tu as mis l'enveloppe avec le faire-part et l'invitation ? Au fond du sac, derrière. Mais je trouve pas, c'est pas possible. Calme-toi, tu vas pas faire une tête d'enterrement juste parce que tu trouves pas le faire-part et qu'on a pris un autre chemin pour aller à l'église. Et les alliances, tu les as prises ? Je te rappelle que c'est quand même toi le témoin. Mais oui, t'inquiète pas. Mais bon, j'ai l'habitude. On va encore être les derniers. Bon, enfin, j'espère qu'on sera là au moins pour le lancer du bouquet. Parce que crois-moi, je compte bien l'attraper. Ouh, mais alors ça veut dire que j'ai encore 1 an pour enterrer ma vie de garçon. À quelle célébration se rend ce couple ? Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Eh bien moi je viens chercher des conseils parce que je termine mes études de master et je suis intéressée, j'ai toujours été intéressée par le milieu associatif et le bénévolat, et donc avant de me lancer un peu dans la vie active, c'est vrai que j'ai du temps et c'est dur d'avoir une expérience maintenant, donc pourquoi pas une expérience dans le bénévolat. Voilà. Et dans quel domaine vous cherchez à être bénévole? Plus ou moins pour l'éducation, parce que j'ai déjà un peu d'expérience dans le domaine de l'éducation, j'ai donné des cours notamment dans des associations, et éventuellement l'envie de voyager aussi, l'envie d'être sur le terrain, et donc après n'importe quelle mission, mais comme j'ai fait des études en relations internationales, vraiment l'envie de voyager, d'être sur le terrain aussi. Et c'est plus simple de passer par un organisme qui met en rapport les candidats volontaires et les associations, ou de s'adresser séparément à chacune d'entre elles? Eh bien je ne sais pas, parce que pour l'instant je prospecte, donc tout est bon à prendre, et je peux pas vous le dire. Je ferai les deux, je pense. C'est un petit peu comme la NPE? Un petit peu mieux. Que recherche l'étudiante interrogée? Tiens, salut Daniel. Alors, t'as pu t'inscrire au cours que tu souhaitais? Salut Emeline. Bah non, justement. Figure-toi que le cours de Leblanc est déjà plein. Ah bon? Alors je m'y attendais un peu, mais pas aussi rapidement. D'un autre côté, je suis pas surprise. C'est le meilleur. Son cours est toujours pris d'assaut. Et d'une année sur l'autre, le bouche à oreille fonctionne. Paraît que le cours en macroéconomie de Descharnes est pas mal non plus. Ah ouais? Et il reste encore des places, dis donc? Ben je pense, en tout cas, il y en avait encore ce matin. Ouais, mais je vais peut-être faire ça alors. Ah, mais je me suis déjà inscrit sur la liste d'attente pour le cours de Leblanc. Chaque année c'est pareil, tu te rends compte? Du coup, ça me bloque. Que va-t-il faire finalement? Alors, que faut-il faire pour garder un café en parfait état? Mettez-le immédiatement au frigo car la température ambiante va le dessécher et lui faire perdre sa saveur. Et surtout, préservez-le dans une boîte hermétique pour qu'il ne prenne pas l'odeur des autres aliments. Qu'est-ce qui différencie le café des supermarchés de celui du torréfacteur? Chez l'industriel, ce sont des cafés plus génériques. Ils mélangent du bon café et du moins bon. Le torréfacteur, lui, vend des cafés de meilleure qualité car il s'attache moins au prix. Le problème dans la torréfaction industrielle, c'est que le café peut être parfois stocké plus de 3 mois sur les plateformes et il ne va plus être aussi bon qu'au départ. Pourquoi le café est-il moins bon dans les grandes surfaces que chez un torréfacteur? Suivant les saisons, les spots publicitaires augmentent à la télévision.
Par exemple, à l'approche des fêtes de fin d'année, les coupures sont plus fréquentes au beau milieu des films. Les produits de toilette, la nourriture et les loisirs sont les principaux secteurs visés. Le même phénomène se répète version papier. Les boîtes aux lettres débordent de brochures. Mais le consommateur est-il informé, amusé, méprisé? Force est de constater que les publicités manquent de pertinence et présentent les produits à travers des scénettes humoristiques à la limite du ridicule. La publicité n'oublie cependant jamais d'entretenir le désir d'acheter. Quel est l'objectif des publicités? Enfin, le dernier titre de ce journal qui va vous faire sourire ou vous scandaliser. Une histoire incroyable mais vraie. Grâce à un polo et un anorak aux couleurs de la SNCF, un jeune homme de 25 ans passait ses journées à sillonner la France à bord de train, d'après le journal Sud-Ouest. Il sera jugé pour usurpation de qualité et vol. Voilà, ce journal est terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine édition à 23h. Très bonne soirée. Qu'a fait le jeune homme dont il est question dans cette information? La salle d'un restaurant est disposée de façon à placer le même nombre de tables le long des murs qu'au centre de la pièce. On remarque alors que les individus solitaires choisissent 4 fois plus souvent les tables le long des murs que les autres tables. C'est le contraire chez les personnes en groupe. Celles-ci préfèrent s'asseoir aux tables placées au centre de la pièce. Il est également étonnant de constater un rapport entre le nombre de coups d'œil portés autour de soi et la place occupée. Les individus assis seuls au centre de la pièce regardent plus souvent autour d'eux que ceux qui sont assis seuls le long du mur. On ne retrouve pas ces résultats lorsqu'il s'agit d'un groupe. Le nombre de coups d'œil aux tables alentours est le même que les groupes soient placés le long du mur ou au centre. L'auteur de l'expérience en tire la conclusion suivante. Il s'agirait d'une persistance de réflexes archaïques. L'acte de manger est en effet une activité dangereuse pour de nombreux animaux. Or, le groupe pourrait protéger et sécuriser l'individu lors de cette activité. Sur quoi l'expérience au restaurant dont il est question porte-t-elle? Melting Pot au Quai Branly. La soirée intitulée Melting Pot, imaginée par le musée du Quai de Branly, met la gomme samedi 21 juin dans le cadre de la fête de la musique. Une programmation qui a tout d'un feu d'artifice tendance, culture urbaine et hip-hop, tap dance, percussion corporelle, rap, slam, jing et beatbox. On peut noter aussi, pour les amoureux des arts, que les collections du musée seront en accès libre. À noter donc sur vos agendas le 21 juin de 17h à 21h. Que propose cette annonce radiophonique? Le succès des pique-niques et apéros entre voisins. La multiplication de ces événements répond en fait à une recherche de lien social. La recherche de convivialité parvient à l'emporter sur la météo incertaine. Un peu partout en France, durant les week-ends de printemps, les apéros et pique-niques se multiplient, réunissant les habitants d'un même quartier. Cette initiative s'inscrit dans la droite lignée de la fête des voisins, tradition de plus en plus plébiscitée chaque année, à la ville comme à la campagne. Ainsi, dimanche 15 juin, la partie piétonne de la rue Montmartre, dans le 2e arrondissement de Paris, a reçu quelques 300 personnes. Des tables étaient disposées en quinconce dans toute la rue. Pour la 2e année, les habitants du quartier étaient invités à partager ce repas organisé. Chacun devait apporter son propre déjeuner. Bref, les résidents de Montmartre prennent possession de la rue. Ravis de cette nouvelle attraction, les enfants jouaient ensemble et se ravitaillaient aux tables bien garnies. J'ai prêté des tables et des chaises et les habitants se sont organisés tout seuls, raconte Jacques Bouteau, maire vert du 2e arrondissement, pour qui les apéros et autres pique-niques de quartier ont vocation à créer du lien social. Les deux organisateurs, le conseil de quartier et l'association Le Monde du 2, sont parvenus à préparer cet événement sans débourser un centime. Des partenariats avec les commerçants, quelques prêts et beaucoup de bonne volonté ont permis d'organiser ce pique-nique. Pour les habitants, ces rendez-vous sont devenus incontournables. La vogue de ces rendez-vous de quartier s'est en partie développée grâce à Internet.
D'après le maire du 2e arrondissement de Paris, quel est le principal objectif de ce type d'initiative? Docteur Mario, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et vous vous intéressez au problème de la violence à l'écran et à ses dangers pour les enfants. D'après vous, la violence sur le petit écran ne se limite pas à la diffusion de certains films. En effet, la violence prend différentes formes et elle est aussi présente dans les émissions de plateau, la publicité, les clips, qui sont largement diffusés à des heures où les enfants ont accès à la télévision. Ils la regardent d'ailleurs beaucoup trop, c'est le problème. Il y a aussi le journal de 20 heures où l'on peut voir des images traumatisantes. Mais là, éteindre la télé n'est pas une bonne solution car l'enfant doit avoir accès au monde petit à petit. L'important, c'est qu'il raconte son angoisse afin de se soulager. C'est ce qui lui permettra de supporter une image de la réalité. D'après le docteur Mario, comment pourrait-on résoudre en partie le problème de la violence à la télévision face aux enfants? Dix ans après la disparition d'Yves Montand, la municipalité de Paris rend hommage à l'artiste. Les différentes salles de l'exposition reprennent les divers aspects de la vie de Montand à travers un parcours chronologique. D'abord, une pièce aménagée en salle de concert où les visiteurs s'installent et écoutent des extraits de ses chansons. À partir de 1964, sa carrière se dirige vers le cinéma, comme l'illustrent les affiches. Enfin, des couvertures de magazines présentent l'artiste à la fin de sa vie, à la fois présent sur les scènes de concert, dans les films et dans la vie politique. Quel est le premier métier de Montand? Bonjour Arnaud. Avant tout, comment vas-tu? Plutôt bien, merci. Peux-tu nous parler de tes changements professionnels cette année? Après avoir fini le tournage d'une série de téléfilms pour France Télévisions, j'ai consacré beaucoup de temps au développement de projets artistiques personnels, ayant souvent un rapport avec le surf. J'ai écrit et travaillé à la structuration d'une boîte de prod. Quand as-tu admis être un acteur? L'as-tu admis? Admettre? C'est assez étrange comme façon de présenter la chose. Mais c'est vrai, j'ai peut-être pu donner cette impression de me défendre de l'estampille, en quelque sorte. Je ne viens pas d'un milieu d'artistes et j'ai toujours eu l'impression d'être un peu étranger dans ce métier. J'aime vraiment mon travail, acteur. L'acte et le moment, tout ce que cela implique, à commencer par la nécessité absolue de l'autre. C'est un art étrange que celui du jeu, car il n'est que démence sans l'autre. Te considères-tu comme un acteur instinctif? Oui, je crois. Peut-être, disons, que je me sens plus comme un acteur organique. Je veux dire que j'ai besoin de trouver dans l'abandon au corps la vérité du personnage. Mais le corps, c'est aussi la machine à produire de l'abstrait, du concept, du sens, donc. C'est pas si simple, en fait. Comment la personne interrogée perçoit-elle son métier d'acteur? La procrastination, c'est repousser quelque chose et ressentir une réponse émotionnelle qui se traduit par un sentiment de culpabilité ou d'anxiété. En outre, procrastiner implique ressentir ce report comme irrationnel. On sait que le moment pour agir est maintenant, et pourtant on fait tout sauf cela. Cette définition est extrêmement intéressante dans la mesure où cela veut tout d'abord dire que ne pas effectuer une action à la date que l'on s'est fixée ne signifie pas forcément procrastiner. Si une autre tâche imprévue mais plus importante et nécessitant une action immédiate se présente à nous, la faire avant l'action initialement prévue est tout simplement logique et normale. Ce que j'en déduis, c'est que dans un tel cas, il est inutile de se reprocher d'avoir remis cette action à plus tard. C'est contre-productif et surtout, cela pourrait nous pousser à réellement procrastiner par la suite. Quel est le point de vue exprimé sur la notion de procrastination?